Avec nous en plateau, Roselyne Fèvre et Hindiane, présidente de Génération Politique. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir suivi ce discours de politique générale, avec d'abord sur la forme, s'il vous plaît, un exercice politique plutôt réussi, un Michel Barnier très à l'aise, calme, Oui. pas de... Bon, on a entendu la France insoumise assez chahutante, qui a chahuté le Premier ministre, qui a gardé son flegme presque britannique, en faisant parfois de l'humour, parce que ces maîtres mots, dans le fond, ont été écoute, respect, confiance, dialogue, et en disant que le respect n'était pas toujours réciproque et il ne s'est pas laissé démonter. Donc c'est là où on a vu un peu le vieux routier de la politique dont les mains ne tremblaient pas et la voix n'était pas chevrotante. Mais voilà, il laissait s'agiter autour de lui la tempête et la tempête des députés sans avoir l'impression que ça le dérangeait enfin, de manière... délicate. En tout cas, il s'en est sorti. Il a parlé plus longtemps que prévu. Matignon nous avait dit 1 heure, mais il a fait finalement 1 heure et demie. Il a été très précis, en vérité. Il aurait pu laisser certains détails à ses ministres, mais il a été extrêmement précis en déclinant les chantiers, la feuille de route. On va y revenir. Et la méthode, bien sûr. Hindiane, sur la forme, quel regard vous portez ? Oui, sur la forme, c'est assez intéressant. D'abord parce qu'effectivement, il a gardé son calme face à une Assemblée nationale qui était assez agitée, qui a cherché à le déstabiliser en permanence. Mais c'est un jeu, en réalité. Et c'était déjà le cas, par exemple, lorsque il y avait la gauche et une partie de l'Assemblée nationale qui prenait Elisabeth Borne à partie. Effectivement, ce qu'on voit ici, à travers Monsieur Barnier, c'est que l'expérience est une force. Chez lui, c'est une force. C'est une force qui va le guider. Son vécu est une force. Et c'est ce qu'il a cherché à dire. Effectivement, il n'a pas du tout flanché. Il a réussi à tenir sa ligne, à transmettre son message sans même hausser la voix, ce qui est assez extraordinaire, sans même arrêter à un moment dans son discours, ce qui est aussi assez extraordinaire. Donc à travers la forme, on voit déjà en réalité la méthode Barnier dont il a aussi parlé dans son discours, dans sa déclaration. C'est une méthode de calme, mais aussi de fermeté et de certitude. Il va jusqu'au bout de ses idées. Alors la méthode, c'est besoin d'écoute, respect et dialogue. Le respect, c'est venu souvent dans son discours. Souvent, pour faire un résumé, je dirais que c'est l'anti-Macron. Parce que Emmanuel Macron, tout au début de 2017, c'était on passe au-dessus des syndicats, on passe au-dessus des patrons. Les partenaires sociaux sont dans le fond des vieux ustensiles un peu vieillis et qu'il faut enjamber. On a vu le résultat finalement. Laisser un peu tomber les collectivités locales, ne pas aller visiter les maires de régions. Donc un mépris quand même qui avait été reproché à Emmanuel Macron. Et dans le fond, le président de la République n'a jamais réussi à se fondre, excepté quand il y a été obligé, avec les Gilets jaunes, de faire ce fameux grand débat. Mais c'est pas sa nature. Emmanuel Macron, c'est un homme d'en haut, comme dirait un certain Raffarin qui parlait de la France d'en bas. Et ce qu'a pour lui Michel Barnier, c'est quand même quelqu'un qui est un élu de Savoie. Et il ne cesse de le dire, il a été le plus jeune député. Et dans ces montagnes, il sait, je pense qu'il est aussi à l'aise dans le bureau d'Emmanuel Macron qu'avec un montagnard et son morceau de fromage de chèvre. Donc il y a chez lui... Non, mais c'est important aussi de cette France des territoires à laquelle il semble savoir parler. Et il annonce une journée nationale de consultation citoyenne, l'occasion de redonner la parole. C'est vrai que ça fait penser au grand débat d'Emmanuel Macron. Et là, Michel Barnier, Hindiane, veut renouveler avec cet exercice. Oui, et sur la consultation, c'est aussi un Michel Barnier qui est un homme du peuple. Ça me rappelle un peu Georges Pompidou, cette capacité à être un homme des grandes choses, mais aussi un homme du peuple, un homme qui est capable de parler aussi à cette France. Il dit à un moment, cette France qui a des fins de mois difficiles. Donc il a une lecture, il a un dialogue, et il a un discours qui peut être compris de tous les Français et de tous les partis politiques, et y compris de toutes les sensibilités. Lorsqu'il parle de respect, et c'est ce qu'il avait dit aussi il y a quelques jours, et c'est ce qu'il avait répété à ses troupes et à ses ministres, il faut respecter tout le monde. Il a encore redit aujourd'hui, respecter tout le monde, c'est respecter
réunissait tous les partis politiques. Il y avait eu quelques couacs il y a quelques jours à propos de quelques partis politiques, mais ce qu'il redit aujourd'hui, c'est on va parler à tout le monde. Et moi, je serai le Premier ministre de tout le monde avec une vraie ligne d'indépendance. Avec des annonces très concrètes sur le nouveau travail parlementaire, plus de temps de débat, moins de textes, plus d'ouverture aussi à l'ordre du jour. Bon, ça, pour l'instant, ce ne sont que des annonces. On verra si concrètement ça se met en place. Mais il n'a pas le choix non plus. Il n'a pas le choix, Michel Barnier. Non, il n'a pas le choix, mais regardez que c'est un peu ce qu'il a fait avant son discours de politique générale. Il a reçu les partenaires sociaux, il a reçu les gens, les chefs de l'Assemblée nationale. Il aurait pu ne pas le faire. Avant d'annoncer qu'il voulait faire des ajustements sur la retraite, il a reçu, ou sur l'assurance chômage, ou sur le SMIC. Il ne s'est pas sorti de son chapeau, visiblement, puisqu'il y a eu 2 journées, je crois, à Matignon, de consultation. Donc, ça, c'est la méthode Barnier, je consulte. C'est son côté, effectivement... négociateur Du Brexit, etc. Et ça, c'est pas, je veux dire, du flan ou du théâtre. Pour le coup, c'est sa méthode à lui, et je pense que c'est l'anti-Emmanuel Macron. Maintenant, comme vous le disiez, il fait un peu plaisir à tout le monde. Il en donne pour le Rassemblement national sur l'immigration et la sécurité, même si on a vu Marine Le Pen grincer, et puis dire mais qu'est-ce qu'il raconte, lever les yeux au ciel, voilà, ce n'est peut-être pas de très bon augure. Mais pour quelle raison est-ce qu'elle a fait la moue, Marine Le Pen? Parce qu'il n'est pas assez rentré dans les mesures concrètes sur l'immigration, notamment sur le droit à faire rentrer certains, le droit d'entrer ou non. Le droit d'en faire entrer. Là, par exemple, elle a trouvé des solutions. Pour eux, là, visiblement, Marine Le Pen a levé les yeux au ciel et était très mécontente. Mais en tout cas, sur la sécurité, il était question de parler des peines. Vous savez, il y avait la polémique sur les peines qui seraient non exécutées, qui était ce qu'avait dit Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, ce qui avait valu une réponse cinglante de Didier Migaud là-dessus. Donc, il y en avait un petit peu pour tout le monde. Évidemment, pour la gauche... pas vraiment, même s'il dit qu'il va taxer les plus riches, que ce soit les ménages ou les entreprises. La gauche ne sera jamais satisfaite de toute manière. Et il a mis en priorité d'ailleurs, non pas les recettes des impôts, mais la réduction des dépenses. Donc il fait du en même temps macronien. Il va chercher il sait qu'avec les impôts, il ne va pas combler ce déficit. Donc il faut aller chercher ailleurs. C'est pas suffisant d'aller taxer les riches et puis de maintenir quand même une certaine compétitivité. C'est toute la quadrature du cercle. Donc en fait, il fait plaisir peut-être à une partie de la gauche pour aller taxer les plus riches. Mais il fait attention aussi de réduire les dépenses. Mais où est-ce que ça ne peut pas être des dépenses sociales? Parce que là, vous aurez une levée de boucliers. Donc, il y aura ce qu'on appelle des efforts ciblés. Mais dans quel domaine ça reste à déterminer. Il n'a pas été... très prolixe là pour le coup, parce que c'est pas à lui non plus de donner tous les détails. Mais on voit bien qu'il essaye de distiller sans donner forcément quitus à Marine Le Pen, etc., dont il sait qu'il est l'otage permanent et sous pression, il le sait, mais il donne quelques gages. D'ailleurs, on voyait la tête de Bruno Retailleau, parfois souriante, parce que franchement, vous ne choisissez pas un homme comme Bruno Retailleau pour le recadrer pour le recadrer toutes les minutes. Même s'il a été recadré sur l'état de droit. Là. On sait qui il est, on sait d'où il vient. Et par conséquent, Michel Barnier sait totalement de quel bois est fait Bruno Retailleau. Donc il y a sans doute une convergence de vues entre les deux hommes. Sur l'immigration, sur l'état de droit, sur la sécurité au quotidien, peine de prison plus courte mais appliquée, dit-il, réflexion sur l'excuse de minorité, plus de places de prison. Là, on est clairement dans de la droite dure.
On est dans de la droite, ça c'est sûr, parce que de toute façon, Michel Barnier est un homme de droite. Mais ce qui est intéressant avec son discours, et surtout lorsqu'il parle de ces sujets, c'est qu'il est à la fois pragmatique et ouvert. C'est-à-dire qu'il veut dire à ses collègues, et il veut dire aussi à son gouvernement, on va regarder la vérité en face. C'est ce qu'il a dit au tout début. Regarder la vérité en face, c'est-à-dire faire un compte-rendu sincère de l'état du pays. Et c'est ce qu'il a recherché, et c'est ce qu'il a cherché à faire. Et en même temps, c'est quand même quelqu'un qui est toujours dans le compromis, qui est toujours dans la recherche d'un juste milieu. Il a cité Michel Rocard, effectivement. C'est quelqu'un qui va chercher cela. Mais ce qui est intéressant avec son discours, même si c'est un discours, évidemment, d'un ministre de droite, avec une ligne sur les questions de sécurité, les questions de l'immigration, qui, et ce sera sans surprise, sera une ligne de droite, c'est que aussi c'est un Premier ministre qui ose, entre guillemets. Et là, il a donné un peu le ton de ce qui va se passer dans les prochains mois. Certains ont pu dire, là, ce sera Michel Barnier qui va être complètement soumis à Emmanuel Macron, mais c'est une ligne d'indépendance. C'est une vraie ligne d'indépendance, et c'est même, je dirais, une rupture avec le macronisme. Il fait des choses à sa manière, et il tient à le dire lors de ce discours. Sur l'immigration, par exemple, il veut faire sortir l'immigration de l'idéologie en faisant un sujet d'intelligence nationale. Ça, c'est vrai qu'on n'a jamais entendu parler de ça. Intelligence nationale, oui. Après, c'est à lui de définir ce que ça veut dire exactement. Mais il casse les codes, quoi. Il casse les codes. C'est quelqu'un qui ose quand même. C'est assez dire original lorsque vous avez un Premier ministre qui dit quelque chose comme c'est la première fois de l'histoire de la Ve République qu'un Premier ministre a dû faire face à autant de difficultés dès le début. Ce qu'il dit en filigrane, c'est que moi je suis à ce poste extrêmement difficile parce que avant moi il y a des gens qui n'ont pas forcément bien fait les choses. C'est ça qu'il dit. Lorsqu'il parle des collectivités territoriales, alors qu'on sait très bien que depuis des années, depuis 7 ans, le gouvernement Macron et surtout le président Macron et les collectivités territoriales ne s'entendent pas bien, il leur tend la main. Il dit qu'il croit aux collectivités territoriales. Il dit qu'il croit à cette intelligence collective locale. Et donc c'est une sorte de rupture, même s'il n'est pas dans une rupture complètement consommée, complètement ouverte, parce que ça reste le Premier ministre d'Emmanuel Macron, c'est malgré tout une rupture. Roselyne, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne trouve pas que ce soit une rupture, loin de là, parce que déjà, c'est un homme quand même, vous disiez, issu de la droite. Hein, il cite quand même 2 fois le général de Gaulle. Et d'ailleurs, quand il le cite, il le cite quand il répond à son aide de camp sur la mission pour aller à Londres et qui lui dit « Vous devrez faire beaucoup avec peu ou presque rien ». Donc, je trouve que ce n'est pas une rupture, parce que c'est peut-être une rupture dans la méthode et le style d'Emmanuel Macron, qui avait enjambé tous les partenaires sociaux, qui s'étaient un peu moqués des Français, qui avait dit des phrases blessantes, etc. Je ne suis pas sûr que Michel Barnier soit là-dedans. En revanche, là où il y a peut-être une méthode différente, mais là je ne parlerai pas non plus de rupture, c'est sa méthode à lui, c'est sa méthode du négociateur du Brexit. Quand on est négociateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on négocie. Ça veut dire que pour négocier, il faut écouter, il faut respecter, il faut avoir de la réflexion et il faut décider à un moment ou à un autre. Et vous ne pouvez pas décider seul. Et pareil, face aux Anglais, qui voulaient dans le fond aussi bénéficier de sortir de l'Union européenne, mais qui voulaient continuer à bénéficier des atouts de l'Union européenne. Eh bien non. Donc là, on voit que c'est un Michel Barnier qui est respecté, qui tient en respect peut-être d'une certaine manière le chef de l'État, mais il me semble bien que dès le début, Emmanuel Macron avait dit il gouvernera et moi je serai le chef de l'État. Je présiderai. Oui. Donc les choses reviennent là où il y a une rupture, peut-être dans la méthode, c'est que Emmanuel Macron n'avait confiance en personne et qu'il se mêlait de tout parce qu'il avait autour de lui des petits jeunes, des gens qui faisaient ce qu'on leur disait de faire. Aujourd'hui, il est allé chercher un vieux crocodile de la vie politique française et qui sait très bien que si il remet sa démission sur le bureau d'Emmanuel Macron, c'est terrible pour le président de la République. Donc, il le tient quelque part en respect. Et c'est là où, effectivement, Michel Barnier peut faire ce qu'il veut. Nous ne partons pas de rien, a dit Michel Barnier, vis-à-vis d'Emmanuel Macron aussi, vis-à-vis de Gabriel Attal, d'Elisabeth Borne. Il préserve en quelque sorte le président.
Je suis pas sûre que ce soit, en disant on ne part pas de rien, je suis pas sûre qu'il avait uniquement ça en tête, parce qu'il a quand même commencé en citant le général de Gaulle. Moi, je parle de rupture parce qu'on n'est plus dans le macronisme. Lorsque vous écoutez le discours du nouveau Premier ministre et vous écoutez le discours de Gabriel Attal ou alors d'autres ministres qui ont pu être avant eux en poste à Matignon, ce n'est plus du tout le même style, ce n'est plus du tout la même méthode, et on a un Premier ministre qui tient son poste. C'est pas infusible. Michel Barnier n'est pas ici pour faire joli, et je pense que c'est ce qu'il a voulu faire comprendre au président de la République, et aussi faire comprendre aux Français. Il a un discours de vérité face aux Français. Donc lorsqu'il parlait de la question de on ne part pas de rien, après avoir dit faire beaucoup avec peu, c'est sûr qu'il parlait des gouvernements qui ont précédé, mais je pense qu'il s'inscrivait dans une ligne encore plus ancienne. Je pense qu'il s'inscrivait très probablement dans la ligne du général de Gaulle. En réalité, c'est quasiment un retour du gaullisme qu'on a aujourd'hui. C'est un Premier ministre... C'est une référence pour lui, de Gaulle. Il a beaucoup parlé de lui. Il a parlé aussi de Mendes France, il a parlé de Michel Rocard. C'est la référence à une certaine ligne politique de droite, héritière aussi du RPR, de Chirac, de Gaulle. Ouais. Non, bien sûr, évidemment, que Rocard n'était pas à droite, mais une ligne politique, c'est-à-dire de grands hommes d'État, de grands chefs d'État. Et c'est ce qu'il est. Et effectivement, lui, c'est un homme du RPR, c'est un homme qui est dans la lignée de Chirac, qui est dans la lignée de Gaulle, et qui est là pour donner en tout cas un nouveau souffle après le macronisme, évidemment pas de rupture en dehors de cela, en tout cas une rupture en dehors dans le champ du macronisme. Et qui est là aussi, il l'a dit à la fin, pour défendre la démocratie. Oui, mais ça... Voilà, ça me paraît évident, défendre la démocratie, et quand on est un homme d'État, ou alors on est un dictateur, et on ne défend pas la démocratie. Mais je comprends ce que vous dites, mais vous avez l'air très emballé par Michel Barnier. Non, absolument pas. Je donne une analyse, c'est pas mon avis personnel. Oui, mais est-ce qu'il est dans la lignée des grands hommes comme De Gaulle ? C'est ce qu'il a souhaité faire comprendre. J'ai pas dit qu'il l'était, nécessairement. C'est ce qu'il a souhaité faire comprendre à travers son discours. Oui, mais j'entends bien, mais je pense qu'on n'est pas d'abord dans cette situation, même si il dramatise la situation économique en disant qu'elle est très grave, et qu'il continue de l'exprimer, de le dire, qu'il est honnête avec les Français, ça pour le coup. Et puis, il a eu l'élégance de ne pas aller dire à l'équipe sortante, qui fait d'ailleurs partie de son gouvernement maintenant, qu'ils ont creusé le déficit, même si c'est vrai. Il n'a pas remis, parce que généralement, quand vous avez un changement de Premier ministre, il remet la faute régulièrement sur les prédécesseurs. Donc là, il a eu quand même l'élégance de ne pas le faire. Maintenant, il va avoir la tâche très difficile, parce qu'il a en embuscade, je vous le disais tout à l'heure, à la fois le Rassemblement national et à la fois les jeunes macronistes Attal et Darmanin qui visent 2027. Et justement, Sylvain Rousseau, Marine Le Pen, vous êtes sur place à l'Assemblée, est en train de répondre à Michel Barnier, à son discours de politique générale. Elle exige une nouvelle loi d'immigration début 2025. Oui, écoutez, vous l'avez dit pendant le discours de Michel Barnier, justement sur la loi immigration, on a vu Marine Le Pen hocher la tête, secouer la tête plutôt, lever les yeux au ciel, faire quelques petites mimiques de désapprobation. Nul doute que maintenant elle va profiter de son temps de parole à l'Assemblée nationale pour demander déjà des comptes au Premier ministre. Michel Barnier, qui, vous l'avez dit, est apparu très calme, très serein presque lors de son discours, prenant bien soin de ne pas répondre aux invectives qui venaient de l'hémicycle et notamment de la gauche. Ce qu'on sait, c'est que en général, à la suite de ce genre de discours, le Premier ministre engage la confiance de son gouvernement, engage son gouvernement à une mode d'un vote de confiance. Ce ne sera pas le cas pour Michel Barnier, comme ça n'avait pas été le cas au préalable pour Gabriel Attal et Elisabeth Borne, tout simplement parce que l'Assemblée ne lui accorderait pas. On sait également que la gauche, et notamment la France Insoumise, va déposer une motion de censure contre ce gouvernement, probablement d'ici la fin de la semaine, ou au plus tard au début de la semaine prochaine. Reste justement à savoir ce que va faire Marine Le Pen, puisque une motion de ce type ne peut passer que si elle est soutenue par le Rassemblement national. Pour jusque-là, Marine Le Pen avait dit que ça ne ferait pas sens. Les signaux qu'elle avait envoyés, en tout cas, laissaient indiquer qu'elle ne soutiendrait pas cette motion, que ça ne faisait pas sens de censurer un gouvernement sitôt le discours de politique générale effectué. Est-ce que ce
ce discours l'a fait changer d'avis, eh bien, on aura peut-être une réponse à la fin de son allocution. Et elle vient de terminer, Marine Le Pen. Merci beaucoup. Sylvain Rousseau, revenons au discours de politique générale de Michel Barnier, avec ce volet sur l'écologie. C'est l'une de la double exigence annoncée par le Premier ministre. Audrey Racine, vous avez entendu cette dette écologique. Il parle même d'une épée de Damoclès. Oui, c'est la première fois, à ma connaissance, qu'on entend parler de dette écologique. Michel Barnier qui a répété cette fameuse phrase de Saint-Exupéry, on n'hérite pas la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Et il a beaucoup parlé d'environnement pour cet ancien ministre qui a été ministre de l'Environnement, qui a été très très actif. On se doutait que ce serait un sujet qu'il évoquerait énormément. Alors, il a beaucoup rassuré sur des choses qu'on attendait, à savoir l'avenir notamment de la planification écologique. Les travaux vont reprendre rapidement. La planification écologique est placée sous l'autorité du Premier ministre depuis 2022. Donc Michel Barnier ne compte pas abandonner cette planification qui avait été interrompue par la dissolution. On s'inquiétait depuis cette lettre plafond envoyée par Gabriel Attal au ministère de l'Environnement avec de la transition écologique, avec des baisses importantes de fonds. Après, on a entendu aussi un Michel Barnier parler de renforcement des circuits de recyclage, d'encouragement à l'innovation, pour les biocarburants de l'aviation, donc tout ce qui est un peu des fausses solutions. Ce n'est pas dans son ADN politique à Michel Barnier de parler de décroissance, mais il va falloir de la sobriété. Sur la question du climat, question essentielle, on l'a entendu répéter ce chiffre d'une baisse au premier semestre 2024 des émissions brutes de la France de 3,6%. Il l'a dit, les efforts payent. Alors ça, c'est un peu un leurre parce qu'on en avait parlé la semaine dernière. C'est beaucoup trop peu par rapport à notre trajectoire. Donc ça, il va falloir accélérer. Il a évidemment misé sur le nucléaire. Il a parlé des éoliennes, on le savait, très opposé aux éoliennes en mer. Il a dit qu'il va falloir renforcer les énergies renouvelables, mais il va falloir effectivement tenir compte de tous les impacts de ces installations. On sait son opposition aux éoliennes, mais après, il faut faire preuve effectivement de réalisme et il faut effectivement, pour la France, accélérer sur la question des énergies renouvelables. Pour en terminer, il a mentionné Ecofito. C'est lui qui avait créé Ecofito, qui l'avait mis en place. On va continuer les travaux dans ce domaine. Ecofito qui a été privé de son indicatif qui permettait de mesurer la baisse des pesticides, le NODU. Est-ce que Michel Barnier, qui s'était battu pour l'instauration du NODU en 2009, va le réinstaurer? On le verra dans les prochains mois. Merci beaucoup, Audrey. Hindiane, un mot sur les marges de manœuvre maintenant qui s'offrent à Michel Barnier, lui qui peut s'appuyer finalement sur quoi? Un tiers des députés de l'hémicycle aujourd'hui, sur une partie des macronistes, de ce bloc central, sur les Républicains bien sûr. Oui, alors sur le bloc central et l'alliance avec les Républicains, ce qui fait à peu près 220-230 députés, mais il sait très bien, on le sait très bien, que c'est une alliance qui est assez fragile. Alors je pense qu'après la déclaration de politique générale d'aujourd'hui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même un ordre de marche, au moins dans les prochains mois, dans les premiers mois de cette législature, mais il ne faut pas non plus se leurrer. C'est-à-dire que le Premier ministre Barnier part toujours avec un gros handicap, c'est-à-dire que ça va être très difficile pour lui de gouverner. Il va avoir du mal à convaincre déjà son propre camp, parce qu'il va y avoir des projets de loi, il va y avoir une ligne notamment sur l'immigration, la sécurité, qui ne va pas plaire à un certain nombre de macronistes ou de membres de l'ex-majorité présidentielle. Et puis, bien sûr, très difficile de plaire à la gauche, qui a déjà annoncé qu'elle allait déposer une motion de censure. Donc, il reste toujours avec très peu de marge de manœuvre. Mais ce qu'il a dit, et ce qu'il a répété il y a quelques jours, c'est que son objectif était de tenir. Tenir, ça veut dire tout simplement ne pas se faire renverser. Tout simplement arriver à passer ce budget et arriver peut-être à après janvier, février et faire fonctionner le pays. Donc c'est une ligne qui offre très peu de marge de manœuvre. On va pas se mentir et ça va être très difficile pour le Premier ministre dans les prochains mois. Et le budget, on n'en a pas parlé. L'objectif de Michel Barnier, parce que les objectifs, on en a beaucoup. Ensuite, dans le concret, ça rame un peu. Il veut ramener le déficit
déficit à 5% en 2025 et sous la barre des 3%, comme le demande Bruxelles, en 2029. N'est-ce pas un peu ambitieux? C'est très ambitieux, mais c'est ce qu'il a dit, et c'est avec ça qu'il a commencé son discours. Il veut un discours de vérité. Il veut dire aux Français qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts dans les prochains mois et dans les prochaines années. Je pense que lorsqu'il pose des ambitions comme celle-ci, même si elles sont effectivement ambitieuses, il y croit. Il est sincère dans son discours, c'est ce que je pense, et c'est ce qu'il semble dire à travers ses paroles, parce que ce qu'il dit, c'est qu'il va falloir travailler dur pour arriver à ce niveau-là. La question, c'est est-ce qu'il va être suivi par tout le monde? Parce que ce qui a été dit de manière très claire, et ça avait déjà été dit avant cette déclaration de politique générale, c'est qu'il va falloir d'abord toucher aux dépenses. Extrêmement difficile. À quelles dépenses est-ce qu'on va toucher sans éviter à une explosion, un embrasement, ou alors des gens dans la rue? Et d'un autre côté, augmenter la fiscalité, mais de manière ponctuelle, de manière ciblée. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour qui? Avec précision et avec quel calendrier? Donc c'est, on va dire, un chantier, le premier chantier en réalité, parce que c'est avec ça qu'il a commencé sa déclaration de politique générale, et sans doute le plus difficile, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on veut toucher aux dépenses ou lorsqu'on veut toucher aux recettes, c'est, et notamment aux impôts, c'est ce qui déplaît le plus, et notamment c'est ce qui déplaît le plus aux électeurs. Et c'est en ça, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il a une posture en quelque sorte de protecteur de cet homme dont l'objectif premier est de penser à l'intérêt de la France. En tout cas, c'est ce qu'il veut avoir comme positionnement pour les prochains mois. Avec des lignes rouges qu'il a tracées lui-même à l'égard notamment contre le racisme, l'antisémitisme, contre les violences faites aux femmes, contre le communautarisme, également sur la défense de la laïcité. Michel Barnier, là, se pose en défenseur de lois sociétales qui ont également marqué l'histoire de France, notamment la loi Simone Veil et le mariage pour tous. Oui, absolument. Il se pose en rempart, il l'a dit dans l'interview, l'échange télévisé d'il y a quelques jours, il se pose en rempart, et l'objectif de cette partie de sa déclaration de politique générale, c'est de rassurer son aile gauche de ses alliés, et puis de dire aux Français qui ne sont pas forcément de droite, ou alors qui ne sont pas d'accord avec les sorties médiatiques du ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, pour leur dire, moi je suis certes un Premier ministre de droite, mais d'abord un Premier ministre de tous les Français, et je serai le rempart et je serai le protecteur de toutes vos libertés et de toutes les avancées sociétales que la France a pu avoir dans les dernières années. Donc son objectif est de rassurer, il est toujours dans il a parlé d'équilibre. Lorsqu'il a voulu parler de son gouvernement, son objectif, même si certains trouvent que ce n'est pas le cas, ça a toujours été de trouver un équilibre. Pensez également aux otages du Hamas à la fin du discours. 2 Français restent en captivité dans la bande de Gaza. Pensez également, dit Michel Barnier, aux victimes palestiniens. Cette violence n'a que trop duré. On va reparler à 17h, juste après la pause, de ce qui est en train de se dérouler au Liban, puisque les Américains annoncent une attaque imminente des Iraniens sur Israël. Ils évoquent une attaque de missiles balistiques qui pourrait être aussi importante que celle qu'a vécue Israël le 7 octobre. On en parle avec Antoine Mariotti et nos correspondants dans la région. Merci beaucoup, Hindiane, d'avoir accepté notre invitation, présidente de Génération Politique. Merci également à vous, Audrey Racine. Voilà pour cette édition.